Une sortie scolaire avec nuitée aurait dû être un souvenir incroyable pour ces lycéens de 16 ans. Pendant leurs vacances scolaires idylliques, un cauchemar est redevenu réalité. Généralement, les mésaventures des adolescents leur causent pourtant des problèmes. Dans ce cas, c'est leur discipline inébranlable qui a scellé leur destin. Voici l'effondrement fatal de l'accident du ferry Seawall. Le 15 avril 2014, toute la classe de seconde du lycée d'Anwon partait pour une excursion de 2 jours sur la magnifique île de Jeju. Partir en voyage amusant avec ses amis, sans parents, est le rêve de tout ado de 16 ans. C'est là que se forgent des amitiés pour la vie et que se créent des souvenirs dont ils parleront pendant des années. 325 élèves ont embarqué sur le ferry Seawall pour un trajet de près de 12 heures vers l'île de Jeju. Ce navire était un mélange entre un ferry classique et un paquebot de croisière. Les niveaux inférieurs avaient des espaces pour les véhicules, conteneurs et marchandises à transporter de et vers l'île. Les ponts supérieurs proposaient des cabines de croisière classiques. Il y avait des cabines pour dormir, un café pour manger, une salle de karaoké et une petite supérette. Leurs enseignants guideront les élèves et leur conseillaient de ne pas déranger la centaine d'autres passagers voyageant vers Jeju. Les enfants avaient libre accès au navire, profitant de manger, discuter et chanter avec leurs amis. La soirée s'est conclue par un feu d'artifice tiré du pont du ferry. Les adolescents rêvaient de plages tropicales, mais une série de mauvaises décisions des responsables allait transformer le tout en un terrible cauchemar. Le ferry Seawall avait été rénové quelques années avant ce voyage funeste. Des cabines supplémentaires ont été installées sur le pont supérieur et l'espace de chargement a été agrandi en dessous. Ces changements structurels ont causé une hausse du centre de gravité et un déséquilibre du poids entre la gauche et la droite. Cela a limité ses paramètres de fonctionnement sûrs. Il n'était certifié que pour transporter 1000 tonnes de cargaison, mais ce jour-là, le Seawall transportait 2200 tonnes de cargaison, dont 185 voitures. Il aurait aussi fallu 1700 tonnes d'eau de ballast pour garder le navire manœuvrable. L'eau de ballast est conservée au fond du navire pour alourdir le centre du navire et maintenir la partie supérieure en équilibre. L'eau de ballast est essentielle pour que le navire reste correctement réactif à la vitesse, au virage et à la manœuvrabilité dans l'eau. La digue étant légèrement trop lourde sur le dessus dans la nouvelle conception, l'eau de ballast était cruciale sur ce navire. Comme la digue était nettement en surpoids pour ce voyage, l'eau de ballast a été réduite à seulement 760 tonnes. Cela permettait au navire de flotter un peu plus haut, dans l'eau à quai, afin qu'il puisse passer l'inspection portuaire sans éveiller de soupçons concernant un excès de poids. Dans l'ensemble, cela rendait l'attente équivalente à celle d'une répartition correcte de la cargaison et du ballast, mais le navire était complètement différent à manœuvrer dans le chenal étroit qu'ils allèrent devoir affronter. Le matin du 16 avril à 7h30, un 3e officier et un timonier débutèrent leur quart à la barre du navire. À 8h20, ils désactivèrent le pilote automatique pour naviguer manuellement dans le chenal sinueux. À 8h46, le 3e officier ordonna au timonier de tourner de 5 degrés à gauche. 2 minutes plus tard, elle demanda 5 degrés supplémentaires, mais ils se rendirent en vite compte qu'une gîte dangereuse commençait. Dans une erreur cruciale, le timonier avait tourné le navire de 15 degrés vers la gauche en essayant d'inverser le dernier changement de cap. Ils auraient aimé pu se remettre de ce virage soudain si la cargaison avait été bien arrimée. Pour aggraver l'erreur de virage, il n'y avait pas assez d'encre dans la zone de chargement pour arrimer les 185 véhicules au niveau inférieur. Le virage brusque a déclenché une réaction en chaîne de transfert de poids. Les voitures et conteneurs glissant vers la gauche aggravaient l'inclinaison du navire, entraînant encore plus de véhicules dans cette direction. À 8h49, le navire s'inclinait de 20 degrés dans l'eau. La porte de chargement ouverte était submergée et a permis à l'eau de pénétrer dans la zone de chargement, ce qui a fait augmenter l'inclinaison à 30 degrés à 8h50. En quelques minutes, le capitaine et la majorité de l'équipage étaient revenus sur la passerelle pour observer la situation. À 8h50, les moteurs ont été arrêtés et il a été ordonné d'évacuer la salle des machines. À ce moment-là, les passagers prenaient leur petit déjeuner à la cafétéria ou dormaient encore après une nuit festive. Ils ont remarqué l'arrêt soudain et l'inclinaison du navire, sans comprendre ce que cela signifiait. L'officier des communications a utilisé l'interphone pour demander aux passagers de rester sur place, affirmant qu'il serait dangereux pour eux de se déplacer. Les étudiants riaient et plaisantaient sur le fait que le navire pourrait se casser ou couler comme le Titanic. La plupart pensaient donc que le problème serait vite résolu par les professionnels, leur permettant de reprendre rapidement la route.
Je ne sais pas ce qui se passe. Ils nous disent de porter des gilets de sauvetage. Est-ce que ça veut dire que le ferry coule? À 8h52, l'inclinaison du navire à 30 degrés devenait préoccupante. Les niveaux inférieurs se remplissaient d'eau venant de la zone de chargement. Le poids supplémentaire faisait sombrer le navire, permettant à plus d'eau d'entrer. À 8h55, le premier appel de détresse a été lancé. Le service de trafic maritime, Vessel Traffic Service, contrôle des navires, a été informé qu'il chavirait et était en danger. Le Vessel Traffic Service a informé les gardes-côtes pour qu'ils portent assistance. À leur grande surprise, un étudiant avait déjà appelé les gardes-côtes, qui étaient en route. Au cours des minutes suivantes, la gîte du navire a atteint 50 degrés, alors que l'officier des communications ordonnait toujours aux passagers de rester à leur place. Quand ils vous disent « Restez où vous êtes, tout ira bien ». Lors d'un accident de métro, les passagers se sont enfuis pour sauver leur vie. Restez où vous êtes, tout ira bien, ont-ils dit. Seuls ceux qui ont désobéi ont survécu. À 9h14, l'équipage a rapporté que l'inclinaison du navire empêchait l'évacuation. C'est la réalité incroyable. Le navire prenait activement l'eau, penché à un angle irrécupérable, et pourtant, les passagers continuèrent à recevoir l'ordre, encore et encore, de rester là où ils étaient. S'il vous plaît, ne bougez pas, restez sur place. Accrochez-vous aux piliers disponibles. Le Vessel Traffic Service a demandé à la digue de dire aux passagers de mettre leur gilet de sauvetage et a dit au capitaine Lee de prendre immédiatement la décision d'évacuer. À 9h30, il a ordonné le début de l'évacuation. C'était clair pour les 15 officiers sur la passerelle, mais le reste du navire n'en avait aucune idée. Les communications du navire passaient bon par le comptoir des services aux invités au 3e étage. La passerelle au 5e étage utilisait une radio bidirectionnelle pour communiquer avec l'équipage du pont et annoncer le début de l'évacuation. On ne sait pas exactement qui a reçu ces ordres ni comment ces plans ont été partagés. Aucun officier n'a quitté la passerelle pour relayer l'information ou s'assurer de l'exécution des ordres. Les élèves et passagers ayant réussi à sortir affirment qu'aucune annonce d'évacuation n'a été faite par haut-parleur. Il était 9h33 lorsque les passagers et l'équipage ont commencé à sauter dans l'eau. Des bateaux de pêche à proximité et les gardes-côtes arrivant sur les lieux s'étaient approchés pour aider. Les passagers qui se trouvaient eux près des balcons aux étages supérieurs ont pu quitter le navire, même si l'inclinaison atteignait maintenant près de 60 degrés. La dernière communication du pont au Vessel Traffic Service a été envoyée à 9h38. Le navire avait perdu l'électricité au moins 30 minutes plus tôt, mais l'absence de communication n'était pas due à une panne radio. Tout l'équipage de navigation, y compris le capitaine, avait quitté le navire pour l'abandonner. La notification générale adressée aux passagers continuait d'être « Restez où vous êtes », alors les enseignants et les élèves étaient rentrés dans les cabines, adossés au mur, essayant de rester calmes et attendant de nouvelles instructions. Ils envoyaient des messages à leurs parents, prenaient des vidéos et appelaient l'un de chez eux pour dire qu'ils avaient peur. Leurs vidéos révélant un courage et une discipline inimaginables. Quelques étudiants ont grimpé dans le couloir pour prendre des nouvelles d'un petit groupe de filles. N'ayant pas de gilet de sauvetage, les garçons tentèrent d'en trouver dans une autre pièce. Ils ont fini par céder leur propre gilet pour que quelques filles puissent en avoir un. Il était extrêmement difficile de se déplacer avec le navire incliné à un angle si prononcé. Ouvrir une porte nécessitait une coordination remarquable entre la force et l'effet de levier. Imaginez une porte au plafond et il fallait grimper à travers pour descendre le couloir jusqu'aux escaliers complètement sur le côté. Lors des exercices d'urgence, les gardes-côtes mettaient 15 minutes pour sortir d'une pièce inclinée à 60 degrés. C'étaient 5 hommes entraînés travaillant ensemble. Comment des ados pouvaient-ils sortir des pièces avec le navire incliné à 60 degrés ? Ils essayaient peut-être de grimper pour sortir ou attendaient de flotter avec la montée de l'eau. Malheureusement, porter un gilet de sauvetage à l'intérieur d'une structure fermée qui se remplit d'eau rend l'évasion presque impossible. Des groupes d'élèves dans certaines pièces étaient poussés contre les murs et les couloirs sans aucune issue pour sortir. C'était une situation dévastatrice qui semblait se dérouler lentement. Au moment où les gardes-côtes sont arrivés, le navire était tellement incliné qu'il restait très peu d'espace libre pour qu'un passager puisse sortir. Seuls ceux qui s'étaient déplacés à l'avance vers les ponts supérieurs découverts pouvaient quitter le ferry. Le reste des passagers auraient été complètement piégés à l'intérieur. Les étudiants ayant compris ont tenté en vain de briser les fenêtres de leur cabine. Ils apercevaient les sauveteurs et les bateaux par la fenêtre, mais restaient comme prisonniers de ce piège d'acier. Le dernier service de message court a été envoyé à 10h17 par un passager du navire.
À 10h23, le navire était complètement retourné. La situation désespérée a paralysé les sauveteurs. Une fois les points de sortie sous l'eau, les adolescents qui essayaient peut-être de s'échapper n'auraient pas pu se sauver eux-mêmes. Ils auraient dû traverser un dédale de couloirs et d'escaliers sous l'eau pour rejoindre la mer. Ils savaient que les gardes-côtes étaient tout près et ont probablement cherché les points les plus hauts avec de l'air pour attendre les secours. Pendant l'heure qui a suivi, le navire a sombré progressivement jusqu'à disparaître complètement sous les flots. Les parents et sauveteurs espéraient que des poches d'air à l'intérieur offriraient un refuge aux personnes encore piégées. L'absence totale de communication entre les différentes stations de la garde côtière, la digue et le Vessel Traffic Service a empêché que des informations cruciales soient réunies sur les lieux. Quand le bateau de la garde côtière est arrivé, les gens ont commencé à quitter le navire qui coulait. Entre 9h30 et 10h15, 172 personnes ont été secourues par hélicoptère, des pêcheurs et des canots pneumatiques. Parmi les 172 personnes, 26 étaient membres d'équipage, dont les 15 membres responsables de la navigation du navire. Le capitaine du navire a été évacué du ferry à 9h47. L'officier des communications a annoncé « Restez où vous êtes », 5 minutes après le départ du capitaine. La loi coréenne exige que le capitaine supervise l'évacuation et reste à bord jusqu'à l'évacuation des passagers. Il ne portait pas son uniforme et n'a divulgué aucune information sur les personnes à bord. Les bateaux sur place n'ont pas été informés que plus de 300 personnes restaient sur le ferry. Ils croyaient que l'ordre d'évacuation avait été donné et que la plupart des passagers étaient déjà à l'eau. Le plus écœurant, c'est que si l'ordre d'évacuation avait réellement été donné à 9h ou même à 9h15, quand il était clair que le navire allait couler, alors il est probable que la plupart des passagers auraient donc pu quitter le navire en sécurité. Il y avait suffisamment de bateaux, d'hélicoptères et de sauveteurs dans la zone à 10h pour les sortir tous de l'eau. L'indécision du capitaine et les instructions incroyables de rester dans leur cabine ont scellé le destin de 304 âmes. L'officier des communications ordonnait aux passagers de rester dans leur cabine jusqu'à la panne de l'interphone à 9h52. À ce moment-là, le navire approchait les 80 degrés d'inclinaison. Les passagers du navire n'ont reçu aucune autre communication après cette annonce. Le capitaine était déjà en sécurité sur le navire des gardes-côtes, alors que les étudiants essayaient de briser les fenêtres et de ramper dans les couloirs. Imaginez être un ado de 16 ans écoutant les annonces et vos profs vous dire de rester dans votre chambre. L'inclinaison est si forte qu'il est impossible de tenir debout sur le sol. En Corée du Sud, les enfants étaient éduqués dans une culture forte de l'obéissance. Se faire remarquer ou causer des problèmes rejaillirait négativement sur vous et votre famille. Ainsi, la plupart des élèves attendaient la permission de quitter les salles, même lorsque l'eau commençait à entrer. Et il faisait de plus en plus sombre parce que le ferry se remplissait d'eau. Par les fenêtres, nous constations que le navire coulait. De plus en plus d'eau est entrée. Nous nous sommes mis debout sur nos bagages, car on nous avait toujours dit que nous serions en sécurité en suivant les instructions. Nous avons suivi les instructions ? Les vidéos montrent des preuves d'adolescents qui pensaient que ce n'était pas grave au début. La liste grandissante révélait des vidéos et messages de plus en plus apeurés. Ceux qui pouvaient encore utiliser leur téléphone enregistraient dans le salon des messages d'adieu et envoyaient en des textos d'amour à leurs proches. Comprendre la réalité était dévastateur. Je suis sur le point de pleurer. Je vais vraiment pleurer. J'ai une peur bleue. Les proches qui avaient échangé avec leur enfant étaient visiblement préoccupés. Les reportages ont commencé immédiatement et étaient complètement faux. La garde côtière avait déclaré que tous avaient été secourus. Lorsque les survivants ont commencé à débarquer des bateaux de sauvetage, il est apparu que des centaines d'étudiants étaient toujours portés disparus. Pendant ce temps, la présence de la garde côtière sur place s'était nettement accrue. Ils semblaient être là pour sauver les survivants dans des poches d'air. Les parents espéraient à tort que d'autres enfants reviendraient sains et saufs. En réalité, les gardes-côtes ne tentaient pas de monter à bord du navire. Pas une seule fois. Le plus près qu'ils se sont approchés, c'était un canot pneumatique qui a récupéré quelques passagers debout sur le navire en train de couler. C'était une entreprise risquée, et ils n'avaient pas les compétences requises pour ce type de sauvetage. Cette tragédie a révélé cette omission cruciale. Plusieurs membres de l'équipage restés à bord ont joué un rôle crucial dans le sauvetage des passagers qui ont pu s'échapper. Les étudiants rescapés ont relaté l'héroïsme des membres d'équipage avant leur mort aux côtés des passagers restants.
Dans les jours et semaines suivants, de nombreux plongeurs privés ont pénétré dans le navire pour récupérer les corps des passagers disparus. De nombreux membres d'équipage, responsables de la compagnie et fonctionnaires ont été tenus responsables de leur rôle dans cette tragédie évitable. Malgré de nombreux facteurs contributifs, l'échec le plus flagrant a été de ne pas conseiller aux passagers de se rassembler sur les ponts supérieurs en vue d'une possible évacuation. Cette mesure de base aurait pu sauver des centaines de vies.